Un. Deux, l'étendue du champ couvert par cette institution de veto. Cette analyse-là permet de comprendre la résilience du statu quo. Mais se contenter de ça, c'est aussi réducteur, parce que les acteurs, les individus, les agents, les groupes de la société sont confrontés au statu quo, sont confrontés au quotidien aux arrangements institutionnels, à ce système établi. Ils s'adaptent, à défaut de pouvoir le renverser, ils s'adaptent. Donc, le type d'investissement fait par les acteurs, certains investissent dans le clientélisme, certains investissent dans la corruption, d'autres investissent, offrent leur savoir à la police politique, etc. Il y a des types d'investissements. Ces groupes qui constituent la chair sociale du statu quo se sentiront menacés par une réforme radicale du système parce qu'ils chercheront à sécuriser les intérêts qu'ils ont. Plus vous investissez, plus vous avez des intérêts dans tel ou tel arrangement institutionnel du régime, et plus vous vous sentirez menacé par la réforme institutionnelle, parce qu'on va dire la fiscalité en Algérie est honteuse. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune, que l'impôt sur le patrimoine ne recouvre que 0,02% des revenus de l'État. Et donc il va falloir revoir complètement ce système-là et dire que les banques ne pourront plus servir des lignes de crédit à un prête-nom d'un général puissant qui, la ligne de crédit, atteint en 3 ans 600 millions de dollars pour fonder un empire en carton. Donc, les gens qui investissent plus votre investissement est important, plus la réforme institutionnelle aura un coût. Bien. C'est dire que les arrangements institutionnels exercent de larges effets sur, la distribution de l'autorité politique. Qui gouverne? Sur la structure des clivages politiques. Est-ce que c'est trotskiste, laïque, fondamentaliste, etc. Ou est-ce que vous êtes avec le statu quo autoritaire ou vous ne l'êtes pas? Sur les modes de mobilisation des intérêts. J'ai des intérêts dans cet arrangement, je déploie un type de mobilisation. Je n'ai pas d'intérêt dans cet arrangement, je déploie un autre type de mobilisation. Contestation, émeute, réforme, révolution, etc. Enfin, sur les capacités des acteurs à s'engager dans certaines épreuves de force. J'ai planté maintenant le paradigme. Maintenant, j'ai dit que la question centrale, c'est pas seulement de voir quel équilibre est engendré par les arrangements institutionnels, mais c'est aussi de voir comment cet équilibre-là résiste au temps, se transforme. Donc, la vraie question de savoir, c'était donc comment l'équilibre se reproduit en l'absence de la récurrence des conditions originelles qui ont précédé à son éclosion. Les conditions de 62 ne sont pas celles d'aujourd'hui, et pourtant le statu quo continue. Donc, comment? Bien. Tenant donc à la lumière de tout ça, j'ai construit un certain nombre de syndromes, 5 syndromes de corruption. Le premier, qui commence dès la fin des années 50, donc avant l'indépendance, je vous prie de lire, quand vous avez un petit moment, de lire « Autopsie d'une guerre » de Farhat Abbas. Là-dedans, il publie la lettre que le colonel Lotfi le lui a envoyée. Et dans cette lettre,
excusez-moi. Dans cette lettre, il parle déjà de l'autoritarisme des colonels. Et il titre cette lettre-là, son rapport avec le colonel Lotfi, qui est décédé au champ d'honneur avec ses compagnons, comme un colonel atypique. Bien, donc les règles du jeu ne sont pas nées le 5 juillet 62 et qu'il faut avoir le courage d'avoir cette lecture critique, y compris sur les fameuses tawabites, au nom de la noblesse, du combat libérateur anticolonial. Donc, le premier syndrome que j'ai construit, c'est la corruption des factions. Dans la somme publiée par l'historien Gilbert Meignier, intitulée « Histoire intérieure du FLN », il raconte, quand j'ai trouvé ça, et que je venais de terminer mon enquête sur l'affaire Khalifa, je me suis dit, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il évoque, sur la base d'archives, un fait de corruption qui s'est déroulé quelques mois avant les élections. Ce fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, lisez-le, il concerne le père de Awassil Khalifa. Mais ce n'était pas une affaire personnelle, individuelle, c'est comment le colonel Boumedienne préparait la prise de pouvoir et a eu recours au détournement du budget du GPRA. Donc vous trouvez ça par les historiens, c'est dans le livre de Gilbert Meignier. Bien, le deuxième syndrome, c'est la corruption de patronage, en gros depuis 65 à 88, quand le système explose, le statu quo s'effondre. Et puis cette séquence fondamentale, parce qu'on a eu affaire à une réforme de ces arrangements institutionnels, politiques et économiques par le groupe des réformes. J'ai appelé ça les réformateurs versus le système de corruption au péril de la réforme, ou si vous voulez, la réforme à l'épreuve du système de corruption. Enfin, la corruption en violence, les années de guerre, et depuis la décennie 2000, c'est la lutte entre les tycoons et ceux qui aspirent à devenir des oligarques. Chaque syndrome pose un problème politique et institutionnel particulier. Alors, la corruption des factions, en gros, c'est la nationalisation des intérêts étrangers et l'appropriation du parc de logements et de biens immobiliers coloniaux, fournis aux prétoriens qui contrôlent les principaux ministères de souveraineté, un précieux butin de guerre. Les mouvements de fonds et de biens que rend possible l'appropriation du patrimoine colonial d'une part et la réorganisation étatique des circuits financiers et commerciaux qu'implique cette nationalisation d'actifs internes et externes de l'autre permettent, par le patronage et l'influence, d'opérer le premier transfert de richesse de l'Algérie indépendante. L'opération de répartition des prébondes, qui dure jusqu'au début des années 1970, est sous le contrôle des services de la police politique. Le type d'investissement opéré par tel ou tel acteur prépondérant du régime dans tel ou tel arrangement. Vous le voyez ici, d'entrée. Les clients cooptés qui obtiennent à bas prix droits d'acquisition et concessions forment le premier noyau de patrons privés. Celui-ci est constitué pour l'essentiel d'anciens chefs maquisards, seigneurs de guerre, marchands d'armes ou leurs parentèles respectives. Ces derniers sont ainsi dotés de capitaux et incités, en violation de la doctrine officielle du régime du socialisme, à s'enrichir dans le privé. L'octroi discrétionnaire de privilèges et le flux croissant de l'investissement de l'État, offrant à partir du boom pétrolier des années 1970 des marchés publics et des circuits d'enrichissement protégés. D'autres cadres de la guerre, écartés du pouvoir à l'indépendance, reçoivent sociétés nationales et ambassades en compensation. La gestion de ces structures, en donnant accès à de multiples privilèges, assure l'enrichissement rapide, sinon illicite. La corruption politique concerne aussi, voire surtout, l'élite militaire en place.
Le colonel Boumedienne, craignant les tentatives de putsch, est contraint, notamment depuis le coup manqué de décembre 67, de céder aux chefs des régions militaires, alliés sans lesquels il n'aurait pu ni mener à bien ses coups de force successifs, de 62 à 65, ni survivre aux tentatives de putsch et de rébellion, des fiefs et des niches d'enrichissement en dédommagement de la monopolisation grandissante du pouvoir réel par lui exercé. Cette phase inaugurale de ce qu'on appelle le state building, perdue de vue par les analystes, est cruciale. Elle voit la genèse et la structuration du système de gouvernement de l'Algérie indépendante. Chaque pas dans cette séquence devient irréversible. Les alternatives mises en échec, le GPRA, la constituante, un pluralisme, une démocratie possible, ces alternatives qui existaient à l'indépendance ont été mises en échec. Elles ne seront pas seulement mises en échec, elles seront éliminées de la palette des choix stratégiques des gouvernants. Et pourquoi je dis chaque pas est irréversible? Le coup de force de 62 est irréversible. On ne pouvait plus faire marche arrière et faire revenir le GPRA. C'est fini. Le régime prétorien était en place et le régime civil mis en échec. Un régime prétorien est en place et le coût de ce renversement devient très, très, très élevé. Bien. Donc, l'appropriation des appareils, la patrimonialisation des moyens de l'État, la légitimation morale de la prédation. Rappelez-vous le discours de Boumedienne qui disait il n'y a pas, puisque c'est en français, on ne peut pas mélanger le miel sans le goûter. Là, il y a une légitimation à peine déguisée, à peine de la prédation. Alors, j'ai dit l'appropriation des appareils, la patrimonialisation des moyens de l'État, la légitimation morale de la prédation, l'institutionnalisation de l'insécurité et la répression des libertés ont concouru, dès les premières fondations de la communauté politique algérienne, à faire de la corruption un mécanisme central de gouvernement. Faire l'impasse sur ce mécanisme revient à ignorer que la corruption politique remplit dans ce système une activité continue en finalité, comme dirait Weber. La corruption maintenant de patronage. Combien de temps me reste-t-il ? La corruption de patronage, celle qui commence avec la stabilisation du régime de 65 jusqu'à 88. La corruption de patronage. Les clients cooptés qui obtiennent à bas prix droits d'acquisition et concessions forment le premier noyau du secteur privé. Celui-ci, le boom pétrolier de 73, il va huiler cette machine. Il va huiler cette machine. Le programme de développement financé par la rente et par l'endettement extérieur offre aux bandits sédentaires, c'est-à-dire à ces intermédiaires institutionnels qui s'immiscent, qui interviennent à chaque conclusion de contrats, de méga-contrats pétroliers, industriels, etc. On connaît Rachid Kaza, mais Rachid Kaza n'est qu'un élément parmi d'autres. Il y a il y a plein d'autres. Donc il ne faut pas se cacher, il ne faut pas que Rachid Kaza serve d'arbre qui cache la forêt. Donc j'ai dit que ces programmes de développement financés par la rente et par l'endettement externe offrent aux bandits sédentaires qui chapeautent l'économie des circuits de grande corruption via le jeu des commissions et des rétrocommissions. Qu'est-ce qu'un bandit sédentaire? C'est comme une autoroute à péage. Vous avez la barrière. C'est lui, c'est le monsieur qui a la barrière. Vous payez, vous passez, vous ne payez pas, vous n'accédez pas au marché. C'est ça un bandit sédentaire. Il est là, on connaît son adresse, les spécialistes, les initiés le connaissent. Un bandit vagabond, par opposition, c'est quelqu'un qui n'a pas de... qui bouge et par conséquent, il a tendance
comme il ne sait pas s'il va durer ou pas, il a tendance à augmenter ses prix. Le bandit sédentaire sait qu'il est là, que rien ne le fera bouger. Il fera des prix, des pourcentages plus réduits parce que c'est long terme. C'est la différence entre bandit vagabond et bandit sédentaire. Bien, la maîtrise par les bandits sédentaires des monopoles commerciaux passe durant les années du socialisme par le contrôle qu'ils exercent sur les tutelles ministérielles, sur les sociétés, tout ça a été expliqué par Goumzian, par Heidoussi, par Ahmed Hanni, qui font un travail remarquable, donc je renvoie à leurs travaux. La succession de 1979, c'est là où le trouble. On a changé de politique publique. On est passé de l'industrie industrialisante au PAP, au programme anti-pénurie. On est passé du socialisme à l'infitah. Donc il y a un changement radical en termes de politique publique. Mais les règles du jeu politique, elles, n'ont absolument pas changé dans la cooptation du président, dans la cooptation du gouvernement, dans le système qui coiffe la corruption. Ça n'a pas changé. Le deuxième boom pétrolier de 1980 va encore huiler considérablement ce système de corruption. Ici comme ailleurs, la question majeure que soulève... je vais là devoir... Bien. Mais ce système tombe en crise et c'est l'explosion sociale de 88, les laissés pour compte, les jeunes, les chômeurs, totalement laissés pour compte par ce système, donc alimente cette contestation sociale. Le statu quo est rompu. Subséquemment à l'effondrement des cours pétroliers. Donc la machine se grippe et la contestation monte. À ce moment-là, donc, intervient un troisième syndrome, c'est celui donc, de la confrontation entre réformateurs et système de corruption. Le gouvernement conduit par les réformateurs, Hamrouche et Heidoussi, Goumzian, je ne peux pas citer tout le monde, Haj Nasser, Ghrib, etc., Mouloud Haddir, je ne peux pas citer tout le monde. Ce groupe de réformateurs comprend qu'il n'y aura pas de réforme économique possible, qu'il n'y aura pas de performance économique possible sans une sortie du régime autoritaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le caractère gluant des arrangements institutionnels. Ça, ils sont partis de ce constat. Et leur agenda visait à sortir, à rompre avec ces arrangements institutionnels, non pas par une révolution, mais en introduisant à l'intérieur du système de nouvelles institutions et de nouvelles règles du jeu, espérant que ces nouvelles institutions et ces nouvelles règles du jeu allaient rendre caduques les anciennes règles du jeu sur lesquelles s'appuyait le régime autoritaire. Heidoussi, je vous conseille de lire cet ouvrage, l'Algérie, libération inachevée, il est remarquable. Il est peut-être un peu difficile, mais ça mérite qu'on prenne le temps de le lire. Il parle de réforme par effraction. Par réforme par effraction. Donc, voilà. Bien. Donc, la démarche qu'ils adoptent est foncièrement politique. Elle comprend l'adoption par référendum, 4 mois après les émeutes d'octobre 88, d'une constitution qui consacre, en gros, les principes de l'état de droit. L'institutionnalisation de l'indépendance de la Banque d'Algérie, à travers, entre autres, la gestion autonome des transactions sur les capitaux, la mise en œuvre de l'autonomie des entreprises publiques vis-à-vis des tutelles ministérielles, qui sont là les vrais réseaux qui chapeautent la corruption, la suppression des monopoles d'importation, la création de l'Observatoire du commerce extérieur,
Juste après leur départ, la première chose qui a été faite, c'était de dissoudre cet arsenal et de dissoudre cette institution. Quand vous voyez que l'évasion des capitaux a été estimée par International Finance Integrity en décembre 2011, pour la période de 2000 à 2008, à 18 milliards de dollars. Vous voyez l'utilité d'avoir, c'est pour ça que je vous dis, l'affaiblissement des institutions de l'État n'est pas subi, elle est recherchée. Bien. Mais dernière chose, et peut-être la plus importante, de supprimer la fameuse fiche bleue, la fameuse fiche d'habilitation de la police politique. Pour quelque nomination que ce soit, il vous faut ce sésame. Et la première chose que l'ancien colonel de la sécurité militaire, Kemouloud Hamrouche, a faite, c'était d'interdire cela. On peut nommer des walis, des ministres, des gouvernants, des chefs d'entreprise. Donc c'est couper l'herbe, en d'autres termes, sous le pied de l'appareil de la police politique. Type d'investissement, rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien, les réformes opèrent donc une rupture radicale avec l'économie politique du système. Le gouvernement Hamrouche, pour éliminer l'intermédiation parasitaire, décide de mettre en place un régime facilitant les activités commerciales des firmes étrangères en Algérie et la légalisation des activités de services ouvertes par le marché noir. L'objectif poursuivi est d'assécher les réseaux, les circuits du marché parallèle. Ces mesures, en s'attaquant au levier de la corruption politique, en s'attaquant aux arrangements institutionnels qui fondent ce système-là, suscitent la levée de boucliers, l'hostilité des maîtres du système. Ces derniers parviennent, par le truchement de la politique des sales coups et l'intervention d'Eurechef de l'armée le 4 juin 1991, à faire échec à l'entreprise de sortie des arrangements institutionnels liant autoritarisme et corruption systémique. Acte 1 du coup d'État, l'acte 2 janvier 1992. L'avortement de la réforme du système de rente et de corruption en juin 1991 ouvre le champ à un nouveau contexte institutionnel marqué par la restauration prétorienne, la privatisation de la violence, le collapsus institutionnel et la généralisation de la corruption. C'est le quatrième syndrome. Les financements exceptionnels permettent, au moment où l'économie algérienne est désormais sous influence des réseaux de bandits sédentaires et de bandits vagabonds, d'injecter en 4 ans, de 1994 à 1998, 22 milliards de dollars. Alors que la compétition pour la capture des pouvoirs de l'État fait rage entre les prétoriens, les monopoles changent de statut, passant du secteur public au magnat privé. L'appareil commercial des monopoles est ainsi remplacé par des oligopoles directement liés aux principaux chefs prétoriens. Le marché des importations, qui représente durant ces années de violence entre 10 et 11 milliards de dollars, tombe sous le contrôle des magnats liés à l'élite militaire et civile de l'État prétorien. L'exemple de médicaments, l'exemple du ciment, tout le monde connaît bien. Les gouvernants, jouissant d'un pouvoir non contrôlable et non imputable, érigent à l'ombre de l'extraversion de l'économie et de la privatisation de la violence des oligopoles commerciaux, grâce auxquels ils sont très vite devenus de puissants magnats dans l'importation, qui des produits des pharmaceutiques, alimentaires, médicaments, matériaux de construction, ronds à béton, etc. Les marchés d'importation sont ainsi répartis entre prétoriens au gré des rapports de force. À l'ombre de la violence, il va y avoir une généralisation de la corruption. La corruption, le répertoire de la corruption politique va se poser comme une alternative à la prise de parole, comme une alternative au maquis. Mais en même temps, ceux qui font de la grande corruption ont intérêt qu'il y ait
un écran de fumée, un épais écran de fumée que représente la privatisation de la violence, derrière lequel ils opèrent leur transfert de capitaux et ils érigent en violation de la Constitution, des lois, etc., leurs oligopoles. Bien. Je n'ai pas branché mon... Non, mais c'est pas grave. Donc, j'ai parlé du démantèlement institutionnel. Un exemple pour vous expliquer la démultiplication de la corruption et que surtout le démantèlement institutionnel est recherché pour offrir à la corruption l'environnement idéal pour qu'elle prolifère. Je peux donner plusieurs exemples, je me limiterai à un seul. C'est donc la dissolution dès février 1992 de l'Observatoire du commerce extérieur, et c'est également l'ordonnance 96-22 du 9 juillet 1996, laquelle dépossède le gouverneur de la Banque d'Algérie de la double prérogative de prendre des mesures conservatoires et de porter plainte pour infraction à la réglementation des changes et transfert de capitaux au profit du ministre des Finances. Le ministre des Finances, lors du scandale Khalifa, vous vous souvenez ce qu'il avait dit pour justifier le fait qu'il ne pouvait pas bouger. Je sais pas la peine, je ne veux pas polémiquer, tout le monde connaît cette fameuse phrase, elle est rentrée dans les annales. Affaiblissement des institutions. Alors, la corruption généralisée, ce syndrome qui va s'instaurer à partir des années 1990 est le coût de la survie du régime prétorien en 1992. Il faut que je fasse vite et je reviendrai dans le débat avec plaisir sur ces aspects-là. Je conclus. Les conséquences. J'ai dit, comment se fait-il ce paradoxe qu'il y ait autant de corruption et qu'il n'y ait pas de mouvement social pour revendiquer une campagne main propre, pour revendiquer la réforme, etc. Et comment expliquer cette banalisation? Les sociologues parlent, les politologues parlent d'effondrement du coût moral de la corruption. Certains politologues, je vous ai dit que dans l'explication de la variation de la corruption d'un pays à un autre, il y a plusieurs clés. Certains ont proposé la clé du protestantisme. Ils ont dit, à partir du classement de Transparency International, ils ont vu que les sociétés, les Danemark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, étaient au top dans la transparence et dans la lutte anticorruption. Partant de là, ils ont construit une corrélation avec la religion dominante qui était dans ces sociétés, qui est le protestantisme. Ils ont dit l'éthique protestante empêche la corruption. Cet argument, il a été utilisé lorsque l'Europe latine était sous régime autoritaire, lorsque le Portugal, lorsque l'Espagne, lorsque était jusqu'en 1974-1975, ces pays-là étaient autoritaires, étaient sous la coupe de régime autoritaire. Donc certains ont expliqué l'autoritarisme par le catholicisme. Inutile de vous dire que je n'adhère pas du tout à ces explications et que l'effondrement du coût moral dépend des institutions politiques. Alors, je conclus. La corruption, processus mis en place dès les fondations du régime, a achevé de coloniser l'État. La corruption politique ne préside pas seulement à la distribution des ressources, mais aussi
exercice d'influence aidant à la mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire pourquoi on décide de faire une autoroute si son coût est trop cher. Mise en place des programmes. C'est la corruption qui oriente, c'est les réseaux de corruption qui disent nous avons tout intérêt à orienter les budgets de l'État vers les travaux publics, vers l'armement, vers tel ou tel secteur qui sont réputés mondialement fournir des environnements, des secteurs propices à des marges de corruption très élevées. La corruption systémique qui gangrène les marchés publics préside au choix des opérateurs économiques étrangers. Le montage des consortiums et autres joint ventures permettant, via la surfacturation des intrants, l'évasion des capitaux. Celle-ci est estimée par un récent rapport de Global Finance Integrity à 18 milliards de dollars entre 2000 et 2009. La corruption politique oriente l'investissement public vers les secteurs qui génèrent le plus de bénéfices de corruption, tels les travaux publics et l'armement. La corruption systémique génère le mal-développement, profite à une minorité au détriment de la majorité, exacerbe le ressentiment des laissés-pour-compte et creuse le déficit de confiance de la population envers le gouvernement. Voilà pourquoi la distribution de la rente échoue à acheter l'assentiment populaire. Elle peut acheter un répit seulement. La corruption, fondée sur la loyauté à un groupe, accroît la fragmentation et contribue à saper la confiance sociale, d'où la faiblesse du capital social. C'est quoi le capital social? Le capital social, c'est cette densité des relations civiques entre les citoyens d'une société. Au cœur du capital social, il y a la confiance généralisée. Il y a la confiance sociale. Qu'est-ce que la confiance sociale? La confiance sociale, c'est lorsque vous dites « j'ai confiance en mes compatriotes » sans les connaître personnellement. Ce n'est pas la confiance personnelle. La confiance sociale va au-delà des frontières de la confiance personnelle. Donc, si vous faites un sondage en Algérie, vous dites « avez-vous confiance en la justice ? Avez-vous confiance en la santé ? Avez-vous confiance en telle ou telle institution ? Avez-vous confiance en vos compatriotes ? » Vous serez édifié par les résultats. C'est pour ça que les sciences sociales dérangent tellement, et c'est pour ça que certains essayent, comme l'avait fait Ben Yahya en 71, de dire que c'est des sciences coloniales, etc. Et tout. Une administration, une justice gagnée par la corruption perd la confiance de ses citoyens. Ces institutions ne favorisent aucune forme de confiance généralisée, d'où la faiblesse du capital social. Et d'où la raison, c'est le fameux aphorisme populaire « terrassé ». Chacun pour soi. Chacun pour soi, c'est la négation de la société. Merci.